9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et si l'influence de Vladimir Poutine s'étendait bien au-delà de la Russie et de l'Ukraine, mais également en France? C'est la thèse d'une longue enquête de l'émission Complément d'enquête, qui porte bien son nom et qui sera diffusée ce soir sur France 2. Comment Poutine a-t-il tenté d'influencer la dernière élection présidentielle ici? Qui sont ses soutiens dans notre pays? Quel jeu a-t-il joué avec François Fillon et avec le Front National, devenu Rassemblement National, au-delà des prêts des banques russes au parti de Marine Le Pen? Sans oublier l'Afrique, où la Russie mène contre la France une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre de l'influence et des images. Bonjour Laure Paulet. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Complément d'enquête sur France 2 depuis 2014. Petit passage par l'émission C'est politique avant de revenir à complément, comme on dit dans le métier. Donc, votre enquête reportage France, les réseaux Poutine, c'est dans le cadre de Complément d'enquête ce soir à 23h. Ça sera suivi d'un entretien mené par Tristan Wallex. Enquête au long cours qui s'est étalée sur combien de temps ? On a commencé cette enquête, on a mis 6 mois. Voilà, on avait commencé un peu juste après le début de la guerre en Ukraine. En fait. Alors, pour tenter de cerner le reportage, avant de le détailler, parce qu'il y a beaucoup de points, je l'ai dit en préambule, qu'est-ce que vous appelez les réseaux Poutine en France? Est-ce qu'ils sont constitués ou est-ce que c'est une organisation très vague, avec des filaments un petit peu partout? Non, justement, effectivement, on pourrait dire un peu c'est à l'état gazeux, on pourrait dire ça. C'est-à-dire c'est une offensive d'imprégnation des esprits qui n'a rien d'explicite, qui ne se filme pas, qui ne se voit pas. Parfois même, les personnes qui sont sous influence ne sont pas forcément conscientes d'être elles-mêmes des relais d'influence. C'est une opération de séduction, en fait. On va entendre la bande-annonce et puis on en parle. C'est une autre guerre secrète menée par le Kremlin. Complément d'enquête a mis la main sur des documents confidentiels. Il dévoile la stratégie de Vladimir Poutine pour rallier à sa cause des élus français. J'ai fait une demande d'interview par rapport à la Russie. Vous n'avez pas répondu. Non, parce que jamais perdu. Nous avons enquêté sur une tentative de déstabilisation de la dernière présidentielle attribuée à la Russie par les services secrets. Des opérations de manipulation qui ont eu lieu encore très récemment, au cœur même de nos plus hautes institutions. Et vous savez qui sont ces gens? Je vous ai répondu non. Ok. Ceux qui sont au centre, je ne les connais point, voyez-vous. Petite rectification de ma part, nous en parlons aujourd'hui, nous sommes en direct, il est 9h22, mais l'émission passe demain, jeudi. C'est le jour traditionnel de Complément d'enquête. Alors, votre reportage commence par une petite histoire qui aurait pu être anodine, un traquenard russe. Le 11 février dernier, le député, donc c'est avant l'offensive ukrainienne, le député Frédéric Petit, député français, va au Sénat pour ce qu'il croit être une réunion interparlementaire et il découvre tout à fait autre chose. Il pense venir pour une visioconférence avec des collègues allemands, russes, ukrainiens. La réunion est organisée par un sénateur LR, mais là encore c'est œcuménique, Sébastien Meurant. Que découvre dans la salle Frédéric Petit? Eh bien, Frédéric Petit arrive. Il me dit, il avait hésité à venir. C'est parce que ce jour-là, il avait du temps. C'était un vendredi après-midi. Il s'est dit pourquoi pas aller discuter un petit peu avec mes collègues. Il arrive dans cette salle et en fait, il découvre des gens qu'il ne connaît pas du tout, des jeunes gens avec du matériel audiovisuel. Il ne comprend pas, des personnes qui ne parlent pas français, beaucoup de personnes parlant russe devant lui. Et en fait, il se pose des questions, mais il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et c'est en fait bien après la tenue de cette réunion à laquelle il participe et puis il s'en va, qu'il comprend que toute cette réunion a été filmée et diffusée en direct, tout l'après-midi, sur une chaîne pro-russe en Ukraine. Et lui, donc, qui est affiché dans cette émission comme étant un député français qui discute avec des pro-russes en Ukraine, ce dont il n'avait absolument pas conscience et que ce n'était pas du tout le programme qu'il avait entendu. Et c'est édifiant parce que vous montrez les images prises depuis Paris, depuis la salle au Sénat, et on voit l'émission, ce qu'elle est devenue, avec les sous-titres, les bandeaux, l'habillage en langue cyrillique. Vous posez une bonne question, comment le Sénat a-t-il pu accueillir une opération de propagande russe moins de 2 semaines avant la guerre en Ukraine? Comment c'est possible? Eh bien, eux-mêmes ne le savent pas. En fait, au Sénat, ils ne savaient même pas qu'il y avait eu ces images. Donc, en fait, c'est une capture qui a été faite. Ils ont utilisé un système de visioconférence parce que depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça par Zoom. Et donc, des images sont sorties vers des intervenants qui étaient en Russie et en Ukraine. Et certainement que le signal Zoom a été capturé là-bas en l'absence de toute autorisation et le Sénat n'était pas au courant. Ça, c'est juste pour situer l'ampleur et puis les ramifications des réseaux Poutine. Tout à fait autre chose, on va parler de François Fillon. C'est Hervé Mariton, qui était un ancien ténor de la droite, qui explique à l'époque où François Fillon était Premier ministre, Carlos Ghosn, le grand patron à l'époque de Renault-Nissan, ne le prenait pas au téléphone. Ghosn, à tort ou à raison, estimait qu'un Premier ministre, c'était pas de son niveau. Dans le même temps, Vladimir Poutine prenait François Fillon au téléphone. Hervé Mariton explique là que c'est un calcul de Poutine. Certes, mais je me suis dit, mais on se dit, en voyant le sujet, est-ce que c'est pas là les bases de la diplomatie que de parler à tout le monde? Oui, parler à tout le monde, mais là, c'est autre chose.
signifier que la personnalité a de l'importance, la flatter. En fait, ces histoires d'influence, ce sont des histoires d'hommes. On prend les hommes par leurs faiblesses, c'est-à-dire l'orgueil, l'argent, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une offensive de séduction de Vladimir Poutine vis-à-vis de François Fillon, qui, quand il le rencontre en 2008, donc en tant que Premier ministre, tous les deux sont à la Premier ministre, voit que François Fillon est un peu frustré dans son poste de Premier ministre. Il est traité comme un simple collaborateur par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et Vladimir Poutine va certainement en profiter pour se faire un ami. Qu'a fait Fillon pour Sarkozy, qu'a fait Fillon pour Poutine, qu'a fait Poutine pour Fillon? Eh bien, François Fillon est devenu petit à petit un des avocats de la Russie en France. Et comme le dit François Hollande dans le sujet, ce qui est bien fait dans l'influence russe, c'est qu'on ne se doute pas des porte-paroles, on ne les voit pas. Et effectivement, a priori, François Fillon n'a rien à voir avec la Russie. Mais finalement, par exemple, sur les sanctions, il a toujours tenu une ligne plutôt favorable à la Russie. Puisque vous parlez de François Hollande, on va l'entendre, vous avez obtenu une interview exclusive. Il cite nommément François Fillon. On écoute François Hollande. C'est toujours indélicat quand un dirigeant français dans un pays étranger critique la politique de son propre pays. Mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il puisse y avoir en France des responsables politiques qui sont à ce point liés à la politique que Vladimir Poutine porte. François Fillon, il peut être un dirigeant possible de la France, puisqu'il va être candidat en 2017. C'est-à-dire que c'était une petite pensée. Laure Paulet me parlait pendant la diffusion de l'entretien de François Hollande, qu'elle connaît par cœur, puisque vous l'avez vu tourner, monter, remonter, vu en régie. Vous dites que ça, c'était déjà les prémices, puisque ça, c'était en 2013. Oui, en fait, là... François Hollande commente aujourd'hui le Fillon de 2013. Il commente un incident qui s'est passé en 2013. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est effectivement cette politique d'influence russe. Nous, aujourd'hui, on s'y intéresse parce qu'il y a la guerre en Ukraine et ce conflit. Mais en fait, c'est une politique de très long terme, avec des pions qui sont placés petit à petit dans la société française. Notamment parce que François Fillon est ensuite devenu administrateur dans des firmes de gaz et de pétrole russes. On en parle juste après une courte pause. Culture Média revient. Laure Paulet est avec nous. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. France, les réseaux Poutine, ce sera demain à 23h sur France 2. Il y aura un entretien mené par Tristan Walex. Et d'abord, un reportage au long cours signé Laure Paulet, qui est notre invitée. Vous avez obtenu au cours de votre enquête des documents exclusifs de l'ambassade russe, des documents qui datent de février 2019. D'abord, comment les avez-vous obtenus et qu'avez-vous découvert, Laure Paulet? Alors effectivement, pour avoir de tels documents, on est passé par Dossier Center, qui est une fondation créée par un opposant à Poutine, Mikhail Khodorkovsky, basé à Londres. Et en fait, ce sont des activistes russes qui se battent pour justement démontrer les opérations d'influence de la Russie de Poutine actuellement. Et donc, effectivement, ils nous ont transmis ces documents qui viennent de l'ambassade de Russie à Paris, où l'ambassade s'inquiète parce que François Fillon demande des nouvelles. Il veut savoir quelle suite va être donnée à ses offres de service, alors qu'il a rencontré Vladimir Poutine en décembre 2018, juste après sa chute aux élections en 2017, et qu'il veut manifestement travailler pour la Russie. Et il va travailler pour la Russie en 2021. 2 postes d'administrateur dans des firmes de gaz et de pétrole lui sont proposés. Pour quel salaire? Alors, c'est pas une petite somme, parce qu'il s'agit de revenus qui atteindraient les 80 000 euros par an. Ce qui se passe, c'est que donc François Fillon a obtenu ses postes en 2021, et puis finalement, à cause de la guerre, il a dû démissionner en 2022. Donc finalement, il n'a rien touché, mais c'était des beaux postes, comme dit l'ambassadeur de Russie d'ailleurs dans le sujet. Il y a aussi un volet dans votre reportage qui concerne le Rassemblement national. Il y a des éléments connus, la photo de la poignée de main de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine, l'emprunt russe du FN, les déclarations élogieuses de Marine Le Pen sur Poutine, mais vous ciblez également un député RN, Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, ancien membre du Parti républicain, désormais élu RN. Il est souvent invité à Moscou, également invité en Crimée, alors que la Crimée avait été annexée par Moscou en 2014. En quoi cela est-il trouble? Est-ce que ce n'est pas là encore de la diplomatie? Un député peut aller en Corée du Nord, ça ne veut pas dire qu'il adoube le régime nord-coréen. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement Thierry Mariani dit que ça relève de sa liberté d'opinion et de sa liberté de mandat. Ouais. Le problème, c'est que quand il va en Russie, il est utilisé par les médias russes pour dire, regardez, il y a des Européens, il y a des Français. Le Parlement européen, finalement, est divisé sur la question russe, puisque, regardez, il y en a qui viennent chez nous et qui nous soutiennent. Et en fait, c'est cette utilisation-là qui est compliquée. En fait, Thierry Mariani, quand il ne voyage pas seulement en son nom, il voyage au nom de la France. Mais il ne le fait pas, il le fait à visage découvert. Il vous a reçu, vous avez pu l'interviewer au sein de son association du dialogue franco-russe, association qu'il co-préside
depuis 10 ans. Il y a même une plaque dorée sur la porte, ça n'a rien de secret. Non, ça n'a rien de secret. D'ailleurs, lui a toujours tout assumé. Et c'est vrai qu'il a le courage de répondre à nos questions. Voilà, il assume. Encore aujourd'hui, il n'a pas changé de camp, il assume. Il y a aussi ce député dont le nom m'échappe qui est allé en Russie à la finale de la Coupe du Monde avec son épouse. Oui, Philippe Ollivier, qui est donc beau-frère et conseiller spécial de Marine Le Pen au sein du RN, donc l'un des plus hauts cadres du parti, qui en fait, effectivement, a tout à fait le droit d'assister à une finale de Coupe du Monde en Russie. Le problème, c'est qu'en fait, ce voyage a été assorti de 2 à 3 journées de rencontres avec Konstantin Malofeev, qui est un oligarque russe, conservateur et très anti-européen, et qui déjà à ce moment-là était sous sanction, suspecté de financer des activités des séparatistes pro-russes dans le Donbass, donc c'est pas rien. À ce propos, Jordan Bardella du Rassemblement National était l'invité de l'émission C'est à vous, c'était avant-hier. Anne-Elisabeth Lemoine et Émilie Tran-Nguyen lui ont montré un extrait de votre reportage. Et voici la réaction de Jordan Bardella, réaction qui a laissé l'équipe sans voix. Vous restez avec nous, un autre sujet à... Juste, excusez-moi, pardon, je suis désolé de vous couper, c'est très impoli, mais enfin, on reproche à Philippe Ollivier, qui est député européen, d'être allé voir la finale du match de la Coupe du Monde France-Croatie à Moscou et d'avoir pris un café avec un chef d'entreprise russe. Pardon, excusez-moi, je dois répondre quelque chose ? Les intervenants sur le plateau sont sans voix à cet argument. Qu'auriez-vous répondu si vous aviez été là ? Et effectivement, c'est compliqué, mais en fait, il ne s'agit pas d'un simple café, je le redis, il s'agit de 3 journées de rencontres programmées avec des minibus qui baladent les gens, etc. Donc, avec des leaders de différents partis eurosceptiques européens. Donc, il s'agit de plusieurs journées. Et puis, à ce moment-là, Konstantin Malofeev n'est pas un simple chef d'entreprise, donc il est déjà sous sanction pour son soutien présumé aux activités pro-russes dans le Donbass. Une grande part de l'influence russe se manifeste désormais en Afrique, notamment dans l'Afrique francophone. Qu'avez-vous découvert dans votre enquête ? Pour dire d'une autre manière, ce qui nous intéresse ici à Culture Média, de quelle manière les Russes sont-ils présents dans les médias en Afrique ? Alors en fait, ce qui se passe, on a rencontré notamment un journaliste malien très intéressant qui a eu le courage de répondre à nos questions parce que c'est un contexte compliqué là-bas. Il nous raconte que depuis quelques années déjà, les agences russes les approchent et leur proposent des contenus qui sont gratuits. Lui, il me dit, moi l'AFP, j'ai plus les moyens de payer l'abonnement, alors que les contenus russes, eh bien, ils sont gratuits. Alors effectivement, souvent les dépêches sont à la gloire de Poutine, mais ça nous fait du contenu et nous n'avons pas trop le choix. Et c'est comme ça qu'en fait les Russes se sont mis à influencer les opinions dans cette région du monde. Révélation de votre enquête, comment Prigojine, le chef de Wagner, est suspecté d'avoir attaqué l'élection présidentielle française en 2022 via des fermatrolles, et en exclusivité pendant des mois, vous avez pu suivre les travaux de Viginum, la nouvelle cellule de l'État français contre les ingérences numériques. Et là, vraiment, on tombe de sa chaise parce qu'on découvre, à partir de mars 2022, on découvre avec vous que les enquêteurs mettent la main sur des dizaines de comptes qui font la promotion du candidat Macron dans son dos. Là, c'est totalement contre-intuitif. Quel est leur but ? Quel est l'intérêt de faire la promotion d'un candidat que l'on souhaite voir battu ? Alors c'est une histoire rocambolesque, effectivement, moi-même j'ai eu du mal à y croire et à la comprendre au début. Mais en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que les Russes sont souvent accusés d'utiliser des trolls, c'est-à-dire des personnes qui animent sous des faux nez, des faux comptes, et qui ensuite, comme ça, propagent des opinions sur les réseaux sociaux. Par exemple, qui tweetent en français depuis Moscou. Voilà, exactement. On appelle ça des trolls, et en fait là, ils ont voulu renverser l'accusation. Dire qu'ils ont créé un réseau de trolls pro-Macron. Ils ont effectivement créé, ils ont financé des trolls, on a rencontré un pendant le sujet, qui animent des comptes pro-Macron depuis l'Afrique, dans le seul but ensuite de faire exploser un scandale en disant « Regardez, la France utilise les mêmes armes que nous, la France, elle aussi, a des trolls en Afrique ». Donc effectivement, c'est une opération qui a été détectée et démantelée par Viginum, cette cellule qui a été mise en place pour surveiller justement les réseaux et le numérique pendant les élections. Et c'est comme un rasoir à deux lames, parce que ça va encore plus loin. Non seulement il y a ces fermatrolles, mais en plus, il y a des journaux africains qui ont relayé cette fausse information. Voilà. Vous appelez le journal pour savoir qui a écrit l'article, et on vous dit, c'est pas nous qui l'avons écrit. Il arrivait clé en main depuis Moscou, il était écrit directement en français. Et c'est là où c'est encore plus fort, c'est que l'article est payant, mais... Oui, alors effectivement... Il est à 300 € l'article. Voilà. Il vaut 300 €. En fait, c'est un article qui est arrivé dans leur boîte mail. Apparemment, ça leur arrive de temps en temps, des articles tout prêts. Il n'y a plus qu'à les imprimer. Et en plus,
En plus, le journal est payé pour cette publication. Lui, il me dit c'est une sorte de publi-reportage pro-russe en fait. C'est là où c'est dingue. Je pense à tous les patrons de presse qui nous écoutent. Si on touche 300 € pour publier un article, alors que normalement un article ça coûte de l'argent. Oui. Soit l'acheter, soit envoyer un journaliste sur le terrain. Vous êtes tombé aussi sur un certain Fabien Héroux. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas du tout? Ça, c'est une bonne question. Non. C'est une bonne question. J'ai beaucoup cherché Fabien Héroux. Je n'ai jamais pu le rencontrer. J'ai reçu en fait, le problème de Fabien Héroux, donc c'est la personne qui donne les ordres aux trolls, certainement pour les Russes. Eh bien, j'ai voulu le rencontrer, j'ai voulu l'appeler, etc. On n'a pu s'en tenir qu'à des échanges numériques écrits. Dans un français parfois très proche du Google Trad. Et peut-être qu'il n'existe pas, ce sera ma dernière question. En 2 mots, il y a une interview ensuite demain menée par Tristan Walex. Qui sera l'invité? Ce sera l'ancien député FN au Parlement européen, Monsieur Schaffhauser. Jean-Luc Schaffhauser qui parle pour la première fois et on dit notamment que ça risque de mettre un peu de bazar au Rassemblement national pour dire les choses poliment. Merci beaucoup Laure Paulet. Je rappelle Philippe. Votre reportage France, les réseaux Poutine, c'est demain à 23h sur France 2 dans le cadre de Complément d'enquête, suivi donc par l'interview de Tristan Walex dont je viens de parler. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. En direct. Dans un instant, le nouveau patron de presse, non il n'est pas nouveau, c'est ce qui fait qu'il est nouveau, c'est Franck Hanez, non pas pour un nouveau magazine mais pour un long métrage. Et puis il y a Bruno Donnet qui arrive dans Culture Média tout de suite. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.